Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Basma Abdallah, the Community Manager of UniArt. And on behalf of UniArt, it is my pleasure to welcome you to this roundtable and wish you a fruitful discussion. I'll leave the floor to Cynthia now. Donc, merci Besma. Bonjour à tous en ligne et bonjour à nos invités présentiels et aussi en ligne. On est en 2021, on a une année où on s'habitue au système hybride. Mon nom est Cynthia Keza Birikundavi et je suis directrice de l'association Theatre for a Cause, donc Théâtre pour une cause. Et on est ravis de l'invitation de UniArt, de l'Université de Genève, de nous recevoir ici pour une table ronde sur un sujet important, l'art et la santé. Je vais commencer par un tour de table. Je vais présenter nos invités. We first have Mr. Christopher Bailey, the WHO, World Health Organization's Arts and Health Lead, who oversees a team of specialists as they pursue everything from producing evidence-based reports on the concrete ways in which art aids mental and physical health, to working with artists across media to craft health messaging that connects on an emotional level rather than a purely rational one. Educated at Columbia and Oxford universities, as well as the American Academy of Dramatic Arts before entering global health and philanthropy, Christopher Bailey was a professional actor and playwright. He is presently heavily engaged in using the arts in the COVID-19 global response, notably, for people at home, the Together at Home concert of spring 2020 hosted by Lady Gaga. Thank you, Chris, for being here with us today. Merci bien. Nous avons aussi Sabine Jacquet, auteure, compositrice, interprète au nom d'artiste Esther Lys, qui a décidé de créer une école de coaching vocal en 2011, située à Genève et à Lausanne, la School of Vocal Arts, afin de transmettre une passion, un savoir acquis, mais aussi innover, rechercher, comprendre le corps humain à travers le chant. En 2021, 10 ans après avoir fondé cette école, plus de 1000 élèves ont suivi les cours. Des partenariats ont également été établis, notamment avec les arts et cultures des hôpitaux universitaires de Genève, mais aussi en enseignement au sein de la DIP du canton de Genève, dans le cadre de la formation continue personnelle et professionnelle du corps enseignant, dans les chorales gospel, dont une à vocation professionnelle, la SOVA Gospel Choir, et bien sûr d'autres réalisations et projets. Denis Ponté est un photographe dont l'engagement s'est manifesté dans plusieurs ouvrages, Left for Dead, 1994, Au bord du monde, 1995, Histoire de vivre, 1998, et bientôt Homo Artifex, en 2021. Entre autres, il a également produit des reportages en Amérique du Sud pour Terre des Hommes, à Genève et en Roumanie pour la Croix-Rouge genevoise. Cet engagement à la fois artistique et social marque une indépendance d'esprit reconnue et une éthique liée à la responsabilité de son travail, ainsi qu'à la liberté de créer sans insertion dans un cadre économique contraignant et hors de toute affiliation institutionnelle qui serait à même de réduire ses exigences. Ces divers aspects en font un artiste dont le talent a été souligné, notamment lorsque ses images ont pour objet le portrait ou l'environnement naturel et social. Bonjour Denis. Actor, musician, arts facilitator, poet, artist, and author, Barbara Ann Perrin is South African born and bred. After training in classical ballet, contemporary dance, and performing arts, she subsequently spent a lifetime under the floodlights as a performance artist. Barbara Ann has lived in Switzerland for the past 6 years, and during this time has published her first children's book, A Family Just Like Me, and is hoping that her second children's book, Fluffy the Rainbow-Colored Hedgehog, will be available to the public soon. Both books were written for children who might be dealing with difficult social and emotional challenges. Passionate about the arts as a whole, over the last 2 years, Barbara has studied therapeutic arts and will be opening a healing arts center when she returns to South Africa next year. C'est au début des années 90 que Sébastien Boucher découvre la danse hip-hop et c'est à Paris que Sébastien approfondit ses connaissances dans cet art. Devenu danseur professionnel, il enchaîne les collaborations avec diverses compagnies et intègre également l'univers de la télévision et danse,
pour des émissions comme Star Academy, Hit Machine et la célèbre émission Big Deal. Le monde du spectacle ne tarde pas à remarquer son talent. Sébastien danse bientôt pour les plus grands noms du R&B européen, notamment Mystique et Willie Danzy. Sébastien s'emploie désormais à partager avec débutants et initiés l'amour qu'il porte à la danse hip-hop. Il met sur pied de nombreux projets pour faire vivre ce mouvement, le porter à la connaissance du plus grand nombre et partager toute la richesse de la danse qu'il voit comme étant également un outil d'ouverture et d'épanouissement personnel. Cours de danse, mise en place de shows et organisation d'événements, le danseur a au fil du temps ajouté des cordes à son arc. Pour preuve, il est chargé depuis 2006 des sélections suisses de Juste Debout et a depuis 2011 mis en place le festival Groove and Move. Alors, bienvenue à tous et à toutes. We're going to start with you, Chris. Arts and health are connected. It sounds obvious in the human psyche, but when we try to find evidence, sometimes it's hard to explain. And we wanted to know, from a WHO perspective, people wouldn't necessarily think that arts and health is a thing. So could you talk to us a little bit on when and how it started? Well, actually, it's wasn't so obvious to a lot of people within WHO or in the health sector. In fact, when I talk about it with artists, their response is, yes, why would you need to study that? Isn't it obvious? And when I talk about it with scientists, medical professionals, sometimes the response is, oh, well, the arts, it's just recreational. And I say, well, listen to that word, recreate. To recreate oneself is healing. And people begin to understand at that point. I think where it begins, frankly, is with WHO's definition of health and the difference between curing something and healing something. In our 1947 Constitution, health is defined as not merely the absence of disease, but the attainment of the highest level of physical, mental, and social well-being. And so when you put it into that context, then it becomes more apparent, even to the most scientific minds, how art can be an integral part of overall well-being and health. And in fact, investment in the health sector being a crucial part in the health of communities. But to answer more directly your question, when Dr. Tedros, our Director General, was first elected to WHO, he put out this famous call for crazy ideas to staff. And I have been working with a local theater company here in Geneva for many years as an actor, director, sometimes playwright, and on evenings and weekends. And in my technical work in the field in Africa, I would often use theater and artistic techniques and approaches as part of my health technical work. And I thought, well, why don't I propose joining these two worlds? So I proposed this arts and health program to Dr. Tedros. He gave me my 15 minutes to make my pitch. And it was really quite simple. I said, we know that data, evidence, and information are essential for establishing objective scientific truth, for problem solving, for saving lives. But we also know from the evidence itself that data, evidence, and information are often insufficient to change people's behavior or deeply held opinions. For that, you need empathy, often in the form of a story. And he agreed, and that was the start of our program. Thank you so much, Chris. For logistical purposes, I'm going to translate a little bit. Je crois qu'il y avait des points merci. Il y a des points très importants qui ont été soulignés sur la définition même de la santé. Lorsque la santé est définie en tant que la poursuite d'un état optimal de bien-être physique et émotionnel et mental, on voit que dans ce cadre-là, lorsqu'on voit l'art et c'est très intéressant de savoir que recreational veut dire se recréer, qui amène justement
ce soin, cette guérison, on voit que même dans un contexte scientifique, on voit une corrélation assez claire entre l'art et la santé. Je ne sais pas s'il y a déjà une petite intervention de votre côté. Mais sinon, s'il n'y a pas, I'm going to go with the second question. Chris, you're an artist yourself, performer, professional actor, playwright, still directing and playing and acting in plays on the side. Can we ask you what brought you to the field of public health? Oh, sure. Well, first, I would like to say part of the message at WHO is that all of us practice the arts. All of us are creative. I think when one does it a certain number of times, or perhaps doing it professionally, one can call oneself an artist. But there's an artist in everyone, and I think that's an important thing to underline. But what brought me to public health, frankly, was I was working at the Rockefeller Foundation in New York many years ago. I was their research manager, and a guy named Tim Evans, who was the head of the health unit at Rockefeller, got hired by the World Health Organization to be an assistant director general in charge of health systems. And at that time, one of the things that they wanted to create was a new strategy for knowledge management, which had never been done at WHO. And at Rockefeller, I had introduced the idea of knowledge management. And in fact, the reason that Tim said that he asked me to come over was I was the only person that he knew who used the phrase at the time. So I came to Geneva to the World Health Organization on what I thought was a 2-year gig to help them develop a knowledge management strategy. And now, close to 20 years later, I'm still here. Famous last words. But I think knowledge management, the way we conceived of it, was essentially, it's not a science, it's more of a collection of practices that involve marrying the explicit and the implicit, the experiential and the demonstrable. And in a sense, over time, it was a nice segue into arts and health, because I think in our society, and certainly in development, we have siloed arts and health artificially. We have siloed the left and right brains. We have siloed science and experience and intuition. And I don't think that's natural. I think a more healthy approach is to unify both, to have them both working together, because there's something lost if you only focus on one to the detriment of the other. No, completely, and I do think it's great to know that the WHO has created and has kept the space to reconnect what is seen as scientific and what is, often even we could see it during the previous year, siloed, which is the arts and culture, and despite the fact that they're intrinsically connected. Last question for you, Chris, before we head to the panel here in the room. Personally, how have you dealt with 2020, and how has creativity helped you to go through the tough times? Well, it's probably the wrong question to ask me, because honestly, 2020, in some ways, really benefited our work. Up until 2020, I found myself having to explain all the time why WHO had an arts and health program. And during 2020, everyone implicitly understood arts is a comfort. Arts helps build community. Arts provides context. The arts helps find creatively paths forward that are not necessarily apparent. And so I actually found the last year to be an extremely
important opportunity for the arts. Now, at the same time, the arts sector has suffered immeasurably. It's been like a meteor strike on the sector, both economically and emotionally. But the need and the demand for artistic expression, for reconnecting ourselves to each other, to the environment, to our reconnecting to ourselves, has been such an important part of the year. Now, probably a more helpful answer to that question is not so much in 2020, but there have been times where I've faced catastrophic misfortune. And one obvious one is my eyesight. Je suis extrêmement malvoyant, presque aveugle. I only have about 5% vision. I suffer from terminal glaucoma. And when I was first diagnosed, I went through all of the different phases of grief. I was angry. I was in denial. By turns, I was sad. I tried to bargain. But more than just acceptance, I eventually hit a point where I could redefine myself with the new skills and abilities that I was gaining through my ability to start engaging the world through sound, through touch, through smell. And what I began to realize is that through the arts, through engagement with paintings, with plays, with music, I could redefine who I was and transfigure myself into this new state of being, that rather than seeing my blindness as simply a misfortune or a disability, I began to embrace the new abilities that I was gaining, and that this transformation that was happening to me was not a given, it was actually a creative act. And through the arts, to be able to recreate yourself into something more than what you were is, to me, one of the most profound healing aspects of the arts. Thank you so much for this, and thank you for sharing your story. I couldn't agree more. I do think that, et je vais transitionner vers le français. Donc, Chris parlait du fait qu'il y a une reconnaissance que le milieu culturel et artistique en 2020 a subi une énorme perte. Il a comparé ça à un coup de météorite qui est tombé un peu sur le domaine, sur le secteur. En même temps, l'année 2020, c'est peut-être une opportunité cachée à pousser les gens à naturellement reconnaître le besoin de l'art, le besoin de cette créativité dans nos vies. Donc, justement, il disait que pour la première fois dans sa vie, il n'avait pas besoin d'expliquer pourquoi il y avait une unité art et santé au sein de l'OMS. Il en parlait aussi du fait, il a partagé une histoire personnelle du fait que il est malvoyant, lui reste plus que 5% de vue, et qu'à travers cette expérience, une fois qu'il a reçu son diagnostic, il est passé à travers les différentes étapes du deuil. Donc la colère, la peine, la négociation avant l'acceptance, et à travers les arts, à travers le son, à travers la musique, à travers le théâtre, il a pu se recréer. Donc encore une fois, la guérison et la transition vers des nouvelles solutions à travers les arts. Donc on voit quand même encore ce lien qui est très, très fort. Et je pense que ça fait très bien une bonne transition. Et Chris, we're hoping that you stay with us for the rest of the conversation. I'm going to turn the conversation to the panel. Et je crois que ça fait une belle transition sur une question que je voulais poser à Sabine, justement sur les arts, mais l'espace public pour les arts a particulièrement été affecté par la pandémie, mais particulièrement pour le chant. En fait, il y a eu des règles spécifiques mises en place interdisant de chanter.
Comment l'avez-vous vécu en tant que directrice de la SOVA, mais aussi en tant que chanteuse? Alors, merci déjà pour cette opportunité que vous me donnez. Ça a été 2020 très, très, très compliqué, surtout quand on est artiste, parce que je suis avant tout une artiste, avant d'être une directrice, et de se dire qu'à un certain moment, tout s'arrête et qu'on ne pourra pas se produire sur scène, on ne pourra pas se produire avec ses élèves, on ne pourra pas faire tous ces projets sur lesquels on a énormément travaillé. Et ça a été vraiment un électrochoc. Mais ça a été une bonne chose parce que finalement, on a mis en place des solutions. Alors déjà, mon mari, qui m'accompagne dans ce projet, est chargé de sécurité fédérale, donc pour l'espace santé et la sécurité tout court. Donc on a mis en place un protocole, un plan de sécurité qui a été validé par les autorités. Et cet espace nous a permis de continuer quand même, après quelques mois, les cours en individuel. Alors on a tout arrêté dans un premier temps. Il a fallu très très rapidement réfléchir à des solutions avec les outils multimédia. Ça n'a pas été évident, mais on prévoyait déjà de pouvoir se tourner vers le multimédia. Donc on a pu, ensemble avec l'équipe des coachs, parce que je travaille avec une équipe qui est vraiment absolument incroyable, on a essayé de redéfinir, de se dire mais comment on peut amener quelque chose d'autre à travers l'art, à travers les émotions, à travers la communication, à travers l'écriture. Et on a mis en place des projets via Zoom, en fait, parce qu'on a des cours individuels et puis aussi des cours de groupe. Et on leur a proposé des solutions. Alors au départ, ça n'a pas été facile, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait vraiment de la détresse. On s'est rendu compte du stress, de la fragilité en termes de santé mentale. Puis très vite, moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée, émue, c'est de voir combien l'être humain a des possibilités de se recréer, comme l'a dit Chris. On a pu partir sur des histoires avec des personnes, sur des possibilités d'aller en studio, de préparer, d'aller sur de l'écriture, le chemin de l'écriture, de composer des choses. Et puis, ça a commencé à mettre un climat où on s'est fédéré avec des acteurs de l'extérieur, de l'intérieur. On a mis en place de vrais projets, en fait, qui nous ont surpris. Et il y a deux mots qui caractérisent en fait le projet de l'école, c'est excellence and creativity. Donc, on s'était dit, il faut absolument pouvoir mettre en place des outils qui nous permettent de toujours être excellents. Comment on va y arriver? Et il fallait que l'élève ou la personne puisse travailler sur lui, travailler sur l'humain. Et donc, on a essayé de se tourner vers qui es-tu, toi, en tant qu'artiste, même si ton degré artistique est variable, le degré artistique selon les personnes est différent. On a mis en place, en fait, une sorte d'analyse vocale dans le chant. Et en fait, pour certaines personnes, ils se sont rendus compte que finalement, ils ne se connaissaient pas, en fait. Et on a essayé d'être beaucoup plus proche d'eux à travers des vidéos, à travers du temps, des espaces où on discutait avec eux. Donc ça nous a pris énormément de temps. Au départ, c'était quand même assez difficile parce qu'on se disait, nous, on est habitués à être sur le terrain, à rencontrer les gens, à chanter. Et là, en fait, on était sur Zoom. On était avec quelque chose qui nous séparait. Mais finalement, ça nous a poussé à aller chercher plus loin, à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour créer du lien, en fait? Créer du lien avec un groupe, créer du lien avec un individu. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, pour les cours de groupe, que on a été chercher plus au niveau de l'émotionnel. On a été chercher plus au niveau de la personnalité, du son, de définir une identité de groupe. Et au bout de quelques mois, quand on s'est revus avec tout le travail qu'on a fait, on s'est tout simplement aussi rendu compte que le son avait gagné en qualité, avait gagné en... Je pense que tout s'est arrêté au niveau du temps, mais les personnes ont pris du temps pour elles, en fait. Ont pris du temps pour se dire, tiens, au lieu de faire mes exercices de chant, je vais me présenter devant un miroir et je vais me regarder. Et je vais prendre du temps aussi pour chanter avec ma famille, avec ma fille, mon fils, mon mari. Et il y a plein d'idées qui sont arrivées, qui nous ont été partagées. Et du coup, ça a créé une autre atmosphère, un dynamisme assez puissant. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a une chorale amatrice où vraiment les niveaux sont très
très, très, très différents. Et un an après, on a pu aller en studio pour une réalisation qui est juste incroyable. Et franchement, je pense qu'à travers cette pandémie, on a pu réaliser des choses, se permettre de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait. Donc effectivement, se recréer, aller chercher des idées, des nouvelles idées. En termes d'esprit de groupe aussi, de travail, on a trouvé des solutions ensemble et on s'est rendu compte qu'on aimait, en fait, on aimait la personne, on aimait l'individu et qu'on ne voulait pas, justement, à travers cette pandémie, on voyait quand même la fragilité de la santé mentale. Et on s'était dit, mais non, on ne peut pas vivre dans une fatalité, on est des artistes. Et on doit trouver des éléments qui permettent justement de donner la vie, de partager des choses. Et ça a été vraiment pour moi une expérience, au départ, je vais dire vraiment stressante. Hein. Je ne vais pas le cacher, ça a été très stressant. Mais maintenant, avec du recul, je trouve que ça a été vraiment bénéfique. Merci beaucoup. Et à travers ce que vous me racontez, j'entends plusieurs choses. J'entends justement une recherche de solutions autres, en fait un environnement qui nous pousse à créer, à se recréer, à se découvrir plus soi-même. Mais à travers tout ça, on voit un combat, on voit une résilience. Et justement, cette résilience, Monsieur Ponté, vous l'avez vu à travers votre art, à travers vos photos. On vous connaît pour un art qui a une portée sociale, qui vous donne parfois une fenêtre, qui nous donne, nous, spectateurs, une fenêtre sur une réalité autre ou qui est parfois invisible. Comment est-ce que 2020 a influencé cette partie de votre travail? Bien évidemment, ça a été très compliqué parce que j'étais en plein tournage du film qui est présenté actuellement. Il s'est terminé en plein au moment où la pandémie a explosé en Espagne. On faisait le tournage à Valence. Donc heureusement, on a pu finir parce qu'on n'aurait pas pu continuer. Ça a aussi impacté au moment où on a publié le livre. Le livre a été aussi imprimé en Espagne parce que le projet il est là-bas et ici. Il y avait le risque que l'imprimerie s'arrête, ferme, et qu'on se retrouve coincé et sans pouvoir produire. Après, de l'autre côté, ça a été aussi une chance parce que du coup, en revenant ici, tout était arrêté. On pouvait plus fonctionner, mais il fallait faire le montage. Et là, j'ai eu un luxe, et je pense que ça m'arrivera, et j'espère que ça m'arrivera qu'une fois dans ma vie. On a pu travailler avec le monteur dans une salle de cinéma. Et là, pouvoir travailler sur grand écran directement et de faire le montage, c'était un luxe inouï. Donc, il faut savoir, comme vous avez dit tout à l'heure, tirer les bons côtés de ces expériences. Bien entendu, de l'autre côté, ça a été aussi très stressant parce que bien entendu, ce travail parle de migrants qui sont déjà dans une situation très difficile. Je maintiens le contact avec eux et leur situation s'est péjorée pour eux. Dans le quotidien, c'est devenu vraiment, vraiment terrible. Mais il y a des lueurs d'espoir. Et ce que je voulais dire, de l'autre côté, c'était aussi très compliqué parce qu'au tout début, maintenant, les choses se sont un peu arrangées fin 2020. Mais toutes les personnes avec qui on était en contact pour organiser, pour pouvoir projeter le film ou faire les expositions, etc., tout le monde était abonné absent. Impossible d'avoir des contacts avec qui que ce soit. Et puis la peur du conditionnel a bloqué toute la machine et il n'y avait pas de projection possible sur l'avenir. Il fallait repousser. Et puis changer. Après, il a fallu réfléchir et puis de se dire comment on peut présenter quand même les choses d'une autre manière, qui n'a rien à voir avec ce qu'on voulait faire au départ. Et puis, de mon côté, on m'a fait passablement de pression, en tout cas ici à Genève, pour que je passe tout en virtuel, chose que j'ai refusée. Je donne des enseignements virtuels, ça je peux encore l'accepter, c'est encore du possible. Mais là, présenter ce travail de manière virtuelle, je pensais qu'on allait perdre l'essence et ce contact avec les gens. Donc je me suis arrangé à pouvoir être en extérieur le plus possible et de forcer. J'ai fait un pari parce que j'ai exposé, mais les gens qui voyaient l'exposition ne pouvaient pas forcément comprendre de quoi il s'agissait, de qui faisait, etc. Il fallait vraiment chercher. Et le but, c'était justement qu'ils viennent à moi, qu'on prenne contact et que je puisse organiser des visites en groupe. Et ça a extrêmement bien marché. Beaucoup de gens m'ont contacté et je trouve génial parce que ça montrait ce qui a été dit tout à l'heure, ce manque
qui a été perçue par les gens en général, par tout le monde, hein, par nous aussi, au niveau culturel, qui a créé d'autres liens et d'autres manières de montrer et de partager ce qu'on fait. Oui, définitivement d'autres façons de partager, de montrer ce qu'on fait. On va un désir continu à justement pouvoir exprimer cet art, mais le partager, de créer des liens. Je crois que c'est aussi à travers cette résilience, on a trouvé de nouvelles façons de se rapprocher des gens. Je peux penser par exemple à nous, on a commencé une pièce de théâtre qui s'appelle 2020 Monologue, et on a tout fait en ligne. On s'est fait des petits guides, on a essayé de créer une atmosphère entre notre distribution, c'était un peu compliqué. Je pense que Uniart aussi a dû un peu se réinventer dans les choses, on pourra en parler tout à l'heure. Mais on voit l'art comme un outil pour créer, recréer, mais aussi se redéfinir, je pense, et se définir, et je trouve ça génial. Barbara, we know you have a lot of experience in using the arts as a way to process, treat, and heal. Could you talk to us a little bit about your experience? Absolutely. Thank you for the opportunity to speak. I come from South Africa, and when South Africa was coming through, transitioning from an apartheid country to a democratic country, we used the Truth and Reconciliation Commission as a platform for people to come forward and tell their stories, regardless of what side of the fence they were standing on. They had the opportunity to talk, to tell their stories, and to heal. And it was an invaluable experience for everybody, not just the people who told the stories, but for us who could listen to the stories as well. And that was the beginning of an incredible transformation in South Africa. I've used the arts personally as well, with working with children from shelters who have been taken from the streets in various different circumstances. And I've used performing arts to help those children to transform their vision of themselves from not just, they're no longer victims. They write their stories, they perform their stories, and suddenly they see themselves as heroes and as survivors. And they have that opportunity to do that because they've seen themselves in a different light, and they've been able to tell their stories from a place of strength and courage. And they're no longer victims of their stories and their histories. And I have so many stories, obviously from South Africa, because that's where I'm from, where the arts have really been fundamental in driving and obtaining a change and transformation. And it's really been an incredible journey for myself to observe this in these young people who have come so far and used the arts as a vehicle to recreate their lives. Thank you so much. I think there was something so powerful in what you said in terms of taking back control and changing the narrative in order to express your truth. Yes. I think that Sabine was also saying that there's a parallel there where, despite the adversity, there's a space for you to innovate, recreate, and know more about yourself and redefine that narrative. And I'm going to throw a curveball because I've heard an interview from Chris a few weeks ago regarding this especially. And I just wanted to know, you probably have a lot of examples, but in order to take back that narrative and using the arts as a way to heal and redefine yourself, do you want to contribute to that point? Well, I think the South African story is very moving and very on point to what I've experienced in communities all over the world when arts are brought in. There's so many examples I could use. I'll just pick one out of the hat. There was work that we were doing with the Dalits in India, the lower caste in Indian society. And the purpose of this particular intervention was to use storytelling
as a way of women in particular being able to take more control over their own health and to use these stories and these street theater that would come out of these stories to educate other Dalit women in what were the health services available to them, but also what were the choices available to them in terms of controlling their own health. And when the women were gathered in this room, a very interesting thing happened. Pencils and paper were handed out to the various women. And one woman took the piece of paper and said, "What am I supposed to do with this?" And it was explained, the idea was to start writing down your stories, and we would work together and create a play out of it. And she said, "Well, I sell fish for a living. Why would I waste a perfectly good piece of paper by writing on it when it could be wrapping fish?" And it was just one of these wonderful moments where, seeing it from their perspective, another woman was holding the pencil in her hand and weeping. And we asked what was wrong, and she said that this was the first time she'd been allowed to hold a writing utensil since the day she was told that she was engaged to be married in an arranged marriage, and her new husband, who was quite a bit older than her, forbade her to ever write again. And realized that even before the pencil touched the paper, the stories were coming out. Yeah, definitely. And I think there's something very powerful in just giving the space and using the arts to provide that person the space and the creative freedom to rewrite their own history, right? I think that's such a key part of, when we talk about the healing power of art. I always go back to one of my favorite quotes by Carl Jung, the Swiss psychologist, a local favorite, who said, "Loneliness is not the absence of people. Loneliness is the inability to express what matters to you most." And I think our job as people involved in arts and health, whether you're on the medical side or the artistic side, is not so much to tell stories at people, but to give people, to empower them to be able to articulate their own stories. And that story may not be in words. That story may be inexpressible. It could be with the arc of an arm. It could be the way a body moves through space. It could be a sound. But that those forms of expression in all their aspects are part of the tapestry of that ultimate act of creation, of creating our own meaning in the world. Merci beaucoup pour cela, Chris. Je pense que les paroles, les mots qui résonnent, c'est nos responsabilités en tant qu'artistes. C'est pas nécessairement de réciter des histoires, mais de donner aussi aux gens l'espace et l'opportunité de raconter leur propre histoire et leur propre narratif. Et je crois que ça mène très bien à ma prochaine question qui est dirigée à M. Boucher. On a pu parler de manière au téléphone dans les dernières semaines. Et vous avez mentionné que la danse, le hip-hop plus précisément, peut nous pousser à chercher cette authenticité au-delà des normes sociales. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Du coup, je voulais juste rebondir sur le dernier passage de Chris. En fait, c'est la question justement pour revenir aux danses hip-hop. Souvent, les danses hip-hop, il y a des nouvelles danses qui naissent assez souvent et qui naissent de crise en fait. Et justement, c'est vraiment aussi des moyens d'expression en fait. Quand on prend par exemple une danse comme le krump, qui arrivait à un certain moment donné où il y avait des émeutes dans des quartiers, où les personnes s'expriment en fait à travers le mouvement. Et c'est pour ça notamment aux États-Unis qu'il y a souvent des danses qui naissent en fait après des crises. Et c'est un super moyen d'expression pour justement arriver à extérioriser ses émotions et sa créativité d'une façon positive. Et pour en revenir à la question, donc la question de l'authenticité, en fait cette danse, pour juste recadrer un peu, est née dans les quartiers pauvres des États-Unis.
et a permis justement à des classes plus défavorisées en fait de s'exprimer à travers le mouvement. Ce mouvement a eu assez vite en fait des résonances internationales. Donc maintenant on peut trouver partout dans le monde des gens qui pratiquent cette danse-là. Ce qui est intéressant, c'était la question justement aussi dans une société où certaines danses, il fallait rentrer peut-être dans certains endroits avec certains codes, peut-être avoir de l'argent. La danse hip-hop a été quelque chose d'assez vite accessible et a permis de travailler sur l'individu. Donc la danse hip-hop est issue comme cette culture de métissage. Donc tout le monde ramenait un peu ce qu'il avait à ramener par rapport à sa culture ou ce qu'il voyait d'inspiration, que ce soit des dessins animés ou des gens qui marchaient dans la rue ou toute autre chose. Donc ce qui est intéressant en tout cas dans cette danse qui a dans un premier temps commencé à progresser sous forme de cercle, il y avait la question justement de l'individu qui s'exprime et l'écoute dans le cercle. Et je pense que dans un processus thérapeutique, comme disait M. Chris avant, l'écoute est aussi importante en fait. Et on retrouve ça sous certaines formes en fait dans la danse hip-hop, justement l'écoute, qui est le cercle, où l'individu peut s'exprimer avec un peu toute sa folie. Donc c'est un super processus en tout cas pour pouvoir, on va dire, extérioriser ses émotions, sa créativité, son imaginaire. Totalement, totalement. Et je pense que j'ai une petite question pour suivre avec tout ça. Justement, donc, lorsqu'on justement cet espace pour pouvoir créer, est-ce que vous les avez vus personnellement, ces effets sur la santé physique ou mentale, personnellement autour de vous, peut-être plus précisément dans le contexte de la Covid? Alors du coup, c'est évident. Mais c'est pas forcément, c'est vrai qu'on dit en tout cas la danse hip-hop telle qu'elle est pratiquée, on parle encore très peu de danse thérapeutique, même si les effets sont indéniables, aussi bien au niveau de la santé en elle-même du corps que de la santé psychique. Du coup, on voit des effets clairement en fait. Si on peut exprimer la danse sous des formes d'états modifiés de conscience, du coup, on a l'impression que les personnes qui auraient peut-être des problèmes passeraient dans des moments où elles seraient plus focus sur ce qu'elles font dans l'instant présent. Donc du coup, clairement, on voit clairement des personnes qui sortent et qui disent « Bah oui, c'est super, ça me fait du bien. Quand je danse, j'oublie tout. Du coup, il y a aussi la musique. Il y a la rencontre aussi aux autres. » Mais clairement, par le corps et la musique, clairement, on voit des résultats. Après, c'est vrai que la période Covid, là où c'était compliqué, mais ça a mis d'autres choses en question, c'était que c'était difficile de se retrouver en fait pour pouvoir pratiquer. Après, il y a eu justement peut-être une autre forme. Les gens se sont réunis sur Zoom, peut-être des gens qui étaient justement à l'autre bout du monde, donc ils sont connectés de façon différente et qui n'avaient pas forcément l'occasion de se voir. Et puis il y a eu aussi peut-être justement toutes ces réflexions de personnes qui se sont réunies sur leur pratique de leur art pour justement prendre le temps de se dire mais en fait voilà qu'est-ce qu'on fait et maintenant qu'on peut pas le faire et qu'est-ce que c'était pour nous. Du coup il y a eu beaucoup comme ça de meetings que ça soit sur Zoom ou sur Instagram pour un peu remettre en question des réflexions sur les pratiques. Oui. Merci beaucoup. J'ai une petite question. J'improvise un peu en ce moment. J'ai une question pour Monsieur Ponté. Vous avez pu filmer, vous avez pu suivre des gens qui étaient déjà dans une situation assez vulnérable, même avant 2020. Comment, on parlait de résilience tout à l'heure, on parlait de recréation. Est-ce que, sans vouloir parler pour eux, qu'est-ce que vous avez pu observer dans ce... comme méthode de coping mechanism, comme on dit, comme de méthode de résilience dans les gens que vous avez pu filmer? Bon, pour recadrer un petit peu, le film s'est fini juste au moment où le Covid explosait. Donc, donc là, il y avait, dans cette idée de film, vu que c'est des témoignages assez durs de migrants, il y a tout un côté d'espoir en même temps, en faisant part de leurs histoires, en prenant ce courage de la raconter. Après, ce qui a été plus dur, et puis ça, là, on n'est plus rentré dans la phase du film, parce que là, c'était au niveau de la rencontre, du suivi, parce que je suis retourné plusieurs fois à les retrouver. Là, c'est plus dans la survie. Ils étaient déjà dans un mode survie, avec cet espoir. Tout à coup, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Leur rêve, il a complètement changé. Par exemple, il y en a un qui rêve d'être steward, de pouvoir faire une école pour être steward dans les avions.
Ça paraît complètement décalé aujourd'hui quand on y pense. Mais ils ont une force, hein, malgré ces situations assez extrêmes, ils ont une force et puis ils restent, en tout cas avec moi, il y a cet espoir parce qu'on partage quelque chose. Et puis le travail va être montré prochainement en Espagne et j'ai réussi à faire que la municipalité à Valence engage ces gens, leur donne un statut, qu'ils soient assurés. C'est eux qui vont faire les workshops avec des écoles parce que je trouvais que c'était les meilleures personnes pour pouvoir parler de leurs histoires. On a essayé bien entendu de les faire venir ici, mais c'était mission impossible. Donc il y a cet espoir sur l'avenir qui maintient. Maintenant, leur situation, elle est juste catastrophique, ça se sort. Ouais. Merci beaucoup. So I hear stories about survival, people that were already very vulnerable and now they're on survival mode. I feel that without necessarily going to that extreme, a lot of the community at large, a lot of us were on survival mode or became due to a prolonged or protracted situation. We're a little bit on survival mode. Barbara Ann, I was wondering, taking into account your experience in South Africa, but also your professional curriculum in art therapy, what are the different tools we can use? Everyday people like you guys are artists, so but what can everyday people do to use the arts to deal and survive and cruise through these ups and downs that life throws at us? Right. Well, to highlight what Sebastian was saying about dance, and I think that we are, and in some ways, when I say we, society is unconsciously using the arts to heal. And I'm going to use a beautiful example from a song that has become a worldwide movement. It's the Jerusalema, which started in South Africa, and we've even had the Swiss TPG doing a little routine. And here globally, everyone knows, when you say the word Jerusalem, everyone knows how to move the steps and to feel the feeling. And that in itself is the most incredible gift that we got through these. It brought a gift of joy and a gift of connecting, even though we were all so far apart from each other, because it came out right at the beginning of isolation during COVID, at the beginning of COVID. And here everyone was connecting and dancing with the Jerusalema, and it was and we still are, and it's a fantastic and joyful moment. And another beautiful artistic event that came through COVID was A View from My Window, which is a fantastic photographic memory that people have been taking. They were in isolation, and every day they took a photograph from their window. And again, it's globally accessible and a way for people to connect. So tools that I've used, personally, I went through a tragedy. I not through COVID, but I lost my brother. Sorry. And he was in South Africa. And I'm sure this will resonate with thousands and thousands of people. We couldn't attend the funerals of those who we loved. And so in our village, we have a little graveyard, and I painted my brother was also an artist, and I painted a rock, and I took it to that little cemetery, and I placed it there as my remembrance of him in his moment of leaving us. And we can all find our own special way of emoting and releasing what we need to release. And that was my release for my brother. Other tools we can use. Zoom has been an incredible gift to us all. I have found myself dancing with people from the Netherlands right through to South Carolina. And we've all had this incredible opportunity to dance together. And before COVID, that would never have happened. We've had incredible, beautiful moments come through that have expressed themselves artistically with the artistic voice. And my hope is that coming out of COVID, that society as a whole starts to value the arts, and that
instead of at the very bottom of the school curriculum, it now is elevated to the same level as the sciences, and that there is a greater understanding of the importance of art in our lives. Because at the end of the day, we've all been that 5-year-old that has grabbed the crayon and drawn all over the page and even off the page. And we've all felt that joy and sense of achievement in not only making our mark, but in uniquely expressing ourselves. And that is art. It's finding our unique voice in whichever way, be it, as Chris was saying, in the arc of an arm or it's the stroke of a paintbrush. We all have a writing, we all have a language, we all have a movement in our walking. And with those three things, we all have a voice to speak. With all of those, we can create our own unique footprint and stamp through expressing ourselves artistically. Merci beaucoup. Et je pense que c'est des mots à se rappeler, à garder en tête, que chacun d'entre nous a un espace d'expression et c'est une question, et c'est accessible. On n'a pas besoin d'être professionnel pour pouvoir chercher ça et prendre soin de soi. Barbara, vous nous avez parlé justement d'un peu ce que Sabine disait tout à l'heure au sujet que malgré les coups et malgré la tristesse et malgré les événements malheureux, il y a eu certains bénéfices, certaines opportunités, une connectivité à travers Zoom, à travers la technologie. Et la question suivante va à Sabine. Maintenant que vous avez vécu tout ça, que vous êtes adapté, que vous avez trouvé des solutions autres, est-ce que ces 18 mois ont changé la façon dont vous allez performer votre art dans le futur? Ouais, définitivement. Je pense que avant la pandémie, en fait, on était dans notre art. Et par exemple, au niveau de la voix, on a retrouvé maintenant, après la pandémie, le mouvement vocal. C'est-à-dire que pour moi, l'art, ça permet vraiment à l'âme de vivre. Et à travers Zoom, en fait, on a exploité un peu des moyens de chanter, de danser, de retrouver vraiment toutes les fonctionnalités du corps. Et je pense que ça nous a rendu beaucoup plus libres de pouvoir proposer d'autres choses et de se dire, est-ce que les personnes seront d'accord justement de pouvoir pas seulement chanter, mais aller jouer la comédie, partager les émotions, aller vraiment plutôt dans des horizons divers et variés. Et on s'est rendu compte qu'il y a une certaine... on s'est donné des libertés et de pouvoir proposer plein de choses. Et je pense que ce mouvement vocal, c'est pour ça que je suis contente d'entendre toutes les personnes ici présentes qui parlent de leur art, aussi bien au niveau de la danse que de la photo. Ça nous a permis de voyager, en fait. Ça a été un coup d'arrêt qui nous a permis de prendre conscience que l'art est bien plus qu'utile. C'est quelque chose qui est vital et que l'art n'est pas quelque chose de mineur. Et je pense que l'art, maintenant, doit vraiment prendre sa place en termes de thérapie, sa place en termes... Voilà, je pense que c'est quelque chose de puissant et aussi objet au niveau de tout ce qui est scientifique. Je crois que vraiment, il faut qu'on puisse faire des ponts et ça ne sera que bénéfique au sein de notre société. Parce qu'il a fallu malheureusement ce côté un peu qui était très difficile, hein, même des personnes aussi qui ont perdu des êtres chers durant cette pandémie, mais ça a redessiné la société et ça a été, en tout cas pour ma part, je pense un bien pour l'art parce que c'est un moteur de vie. Et pour moi-même, en tout cas pendant cette période, je chante, je suis une artiste, mais je me suis reconnectée avec la peinture. Et j'ai vu aussi des choses belles, des histoires belles. J'ai vu des fratries se retrouver à travers la musique, à travers le chant. J'ai vu dernièrement, on a fait notre premier concert en extérieur. On a appris les chorégraphies sur Zoom. Ils se sont retrouvés à chanter et danser. Et c'était une effusion de joie. Donc non, en fait, ça a été très difficile. Mais finalement, je pense que ça a été aussi bénéfique. Merci beaucoup pour ça. Je crois que en fait, le mot, on arrive vers la fin, mais c'est qu'on avait page blanche et là, cette page s'est encore agrandie. Donc maintenant, on a encore plus d'outils pour créer de manière différente, connecter avec beaucoup plus de gens, rassembler les communautés. Après, j'imagine et ça va être peut-être une question à qui veut répondre, qu'il faudra mettre en place des choses concrètes pour que cet espace soit préservé.
Je ne sais pas si, soit ici en présentiel ou Chris, have any ideas of concrete ways forward, lessons learned on how to preserve this space for arts and make sure that it's not siloed in or taking away from the public discourse like we've seen over the past year. Well, I certainly can speak about it from a WHO perspective. And again, I'll illustrate it with a story. I am contacted from practitioners in arts therapies and community arts projects from all over the world. And one recent one came from a woman who was running an arts and health program in a small Brighton hospital in the UK. And she told me that she was facing something that she had never faced before. It was a local politician who was publicly attacking her and her program for being a waste of taxpayers' money. And she felt totally unprepared for something like this. She had no idea how to defend herself or even if she should. And I was asking, could WHO help in some way? And I responded that WHO in Geneva doesn't get involved in local politics, certainly, but we do operate under the assumption that any politician is trying to represent the best interests of their constituents, whatever that happens to be, and that the best way of doing that is to make informed decisions based on evidence. So I sent her a link to our report on the evidence base for the health benefits of the arts, and I said, maybe this can open up a conversation. And she was so happy. And for me, this is part of the way forward, is that if we can build the evidence base to take a look at not only the impact of the arts on health, but the underlying mechanisms neurologically. I'm working with groups at Johns Hopkins and NYU and the University of Houston and all around the world on exactly this, the mechanisms of why it has this effect. And to show that the investment in the arts is not a nice to have, but actually is essential to the health of the community. Thank you for this. And I don't know if you want to add something? Yes, that's absolutely perfect, Chris. Personally, again, I'm going to use my brother's example. He had terminal cancer, and he was going through chemotherapy for years on end, and the chemo had destroyed all of his nerve endings in his hands, and he was an artist. And he was determined to continue with his art, and when he started to draw after his last round of chemo, he had absolutely no control over his hand. And he carried on, he was determined and kept on with his drawing. And by the end, he was creating the most magnificent drawings out of pen and ink. And that is a concrete example of how the brain, through his artistic expression, his brain rewired, the neurons rewired and refired so that he gained control of his hand. And there must be millions of examples of this out there. And it's just to highlight what Chris was saying, it's essential that the arts are recognized as we are create. It's in our DNA to create. We have been creating since we first put a handprint on a cave wall. And it's essential for us, not only our survival, but for us to thrive. And for us, it teaches us so many things. It teaches us empathy. And if we can have empathy towards one another, the humanity as a whole will be uplifted. And when humanity is uplifted, we start caring for ourselves and we start caring for our planet. So this is even a green conversation. The arts are integral for our survival and for our thriving as we survive. Merci beaucoup. Et je pense que ça clôture, avant une dernière question de la fin, mais je crois que ça clôture assez bien le plus grand contenu de ce panel. On voit un besoin. On a vu aussi la communauté en sens large se ruer vers les arts pour pouvoir s'exprimer durant cette année. En termes de solutions concrètes, en termes d'apprentissage pour le futur,
on voit une inclusion des arts dans le discours politique, mais aussi peut-être une inclusion des artistes dans les discours, dans les interventions, dans les mesures concrètes pour pouvoir assurer le bien commun. Et en espérant que cet événement aujourd'hui puisse contribuer justement à créer un espace ici à Genève pour avoir ces discussions, pour tisser ces liens et pour s'assurer que dans le futur, bien sûr, on n'espère pas que des situations pareilles arrivent à nouveau, mais quand même continuer à construire ensemble de manière inclusive et non parallèle. Avant de terminer, dernier mot de la fin, si vous pouviez dire en un mot, je vais passer un pas après l'autre, comment vous avez vécu ou qu'est-ce que vous avez, peut-être une leçon de cette année, un ou deux mots, quelle serait votre leçon personnelle vis-à-vis votre art et la situation que vous avez pu tirer de l'année qui vient de passer? Est-ce que je peux commencer avec Sébastien? Du coup, j'ai l'impression, au niveau personnel, c'est un retour à soi, et j'ai l'impression qu'au niveau collectif aussi, c'est vraiment la prise en conscience de l'individu, de qui on est dans ce monde, et puis le fait qu'on est tous en fait interconnectés, et ce qui touche, on est tous touchés par le malheur et ce qui arrive en fait de tout le monde. Ouais, notre retour à soi et la connexion. Merci. Sabine? Oui, alors moi je dirais que ça a vraiment tissé les liens, donné beaucoup d'humanité, remis l'art vraiment au centre. Et j'espère que par la suite, on va pouvoir vraiment tisser des liens avec différentes possibilités artistiques. Mais oui, en tout cas, ça a été vraiment une année profondément qui nous a tous apporté, enrichi en fait, sur le plan humain, sur le plan humain et sur le plan artistique, ça a été vraiment quelque chose de très fort. Moi, je suis un peu partagé dans ce que je vais dire parce que d'habitude, je prends du temps pour moi en m'expatriant parce que j'ai besoin de me retrouver seul, donc c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Et cette pandémie m'a permis de le faire ici avec mon entourage présent, ce qui était pour moi quelque chose de nouveau, de très riche. Ça a permis de créer des collaborations avec certaines personnes que j'aurais pas pu faire d'une autre manière. Et ça, c'est très fort. Mais en même temps, je me rends compte aussi avec toutes les gens qui sont impliqués autour de moi dans les différents projets, qu'il y a maintenant une envie vraiment d'aller au-devant du public, de faire des choses, de se confronter. Et ça, j'ai beaucoup de joie à l'idée que ça va se produire maintenant. Voilà. Merci. Barbara? This last year has given us, I think, a gift of recognizing that we are connected, that there is a common thread that runs through all of us, that is, we cannot deny it, and that we recognize, even though we are all wearing masks, we now recognize each other in a deeper and more profound way behind those masks. Definitely. Thank you for this. And last words, Chris, what has this past year, in a few words, a lesson from this past year? Well, to turn Barbara's statement on its head, not only do we have a common thread between everyone, but we are truly, as this virus has proven, only as strong as our weakest link. And I think moving forward, and this is where the arts do have a critical role to play, the issue of equity in all of its different aspects, of supporting the most vulnerable members of our society, to ignore that, we do so at our peril, to everyone's peril, that we are literally all in this together. Very true. On est aussi fort que le maillon plus faible, et je crois que cette notion d'interdépendance, de collectivité globale
au niveau global, mondial, est quelque chose qui est vraiment ressorti cette année. On espère qu'à travers cette discussion, on a pu justement commencer à tisser ces liens, non seulement entre les arts, que ce soit l'écriture, la photographie, la danse, le chant, le théâtre, et aussi à travers justement ces discours et ces processus de santé publique avec Chris, qui vient de l'Organisation mondiale de la santé. On a voulu créer un espace pour discuter de ces choses très importantes et de voir comment on peut commencer à construire là-dessus pour créer un environnement plus inclusif pour le bien-être de tous. Donc, je termine ce panel, cette table ronde, en vous remerciant tous et toutes. Remercier UNIAR et l'Université de Genève de nous avoir invités pour cette discussion très importante. Et à très bientôt. Merci.